merci de cette présentation très amicale et je suis tout à fait admirative de voir la salle pleine alors que l'on glisse dehors et qu'il fait très froid. Donc je vais essayer de vous emmener dans un lieu moins froid, quoique en hiver, vous savez qu'il fait très très froid à Kyoto. Et or, la plupart des jardins que je vous présente ce soir, oui, pratiquement tous les jardins que je vous présente ce soir, sont des jardins de Kyoto. Comme vous l'avez compris à travers l'exposé très gentil qui vient de vous être fait, je ne suis pas une spécialiste des jardins. Et je suis au départ médiéviste, puis archéologue, et je m'intéresse aux représentations. Et les jardins sont l'un des aspects des représentations, c'est-à-dire l'une de ces choses que l'on crée autour de nous pour tenter d'expliquer le monde et de nous y sentir bien. Et puis, je ne suis pas, donc bien qu'ayant travaillé l'archéologie à l'université de Tokyo, je ne suis pas japonologue. J'étais à l'école des hautes études en sciences sociales dans le groupe, et je suis toujours dans le groupe de sinologie. Donc, j'ai un regard qui est un regard de loin, qui est un regard que j'aime bien parce que cela permet de tourner autour des choses et de regarder, de voir les relations, justement. Et vous savez que dans les systèmes de pensée d'Extrême-Orient, et notamment dans les systèmes chinois, la notion de relation, de relativité du point de vue est extrêmement importante. Donc, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de la technique de construction des jardins japonais, mais essayer plutôt de vous montrer certains aspects, de mon point de vue, importants, et de l'esprit qui les fait vivre et qui a été à l'origine de leur création. Et c'est pourquoi je commence par des images qui sont des images par satellite, avec juste l'idée de vous rappeler, vous le savez tous, mais peut-être faut-il encore mieux le rappeler, la position géographique du Japon. Donc un Finistère très loin au bout de l'Eurasie et au milieu de la mer, avec le Pacifique à l'est, la mer du Japon au nord-ouest, et puis juste ici un lieu très important pour le développement de la culture japonaise, cette zone de contact qu'on appelle la mer intérieure, puisque vous voyez la grande île principale, Honshu, Shikoku, Kyushu, donc les trois îles essentielles de l'histoire du Japon, et les influences du continent qui viennent soit par la Corée, donc qui arrivent de ce côté, soit de la Chine et de la région du delta du fleuve bleu, et qui arrivent par ici sur les côtes ouest du Kyushu, et qui après se diffusent au long de la mer intérieure et atteignent cette région-là, qui est la région de Kyoto. Donc ça, c'est pour vous situer le pays dans ses relations, justement, avec les deux grandes cultures face auxquelles il s'est trouvé, qui, à partir du VIe siècle de notre ère, d'une certaine façon, le submerge, mais auquel il résiste en créant, bien sûr, la culture japonaise qui est complètement différente. Et puis, juste une carte pour vous rappeler un phénomène fondamental qui est le volcanisme. Alors, j'ai trouvé cette carte des principaux volcans du Japon. Vous voyez quand même qu'il y en a beaucoup, qui sont presque tous encore en activité. Et les lignes tectoniques, les lignes de fracture des plaques continentales qui s'entrechoquent au Japon et qui créent les tremblements de terre. Vous savez qu'il y a un certain nombre de catastrophes naturelles qui rendent la vie naturellement difficile au Japon. C'est la petite vingtaine de typhons qui traversent l'archipel à l'époque de l'automne. Et puis, ce sont les tremblements de terre qui ne sont pas prévisibles et qui secouent régulièrement l'archipel. Alors, si je vous raconte tout cela, tout en vous montrant le mont Fuji que tout le monde connaît, qui culmine vers 4700 mètres, qui est la plus haute montagne du Japon, qui est cette montagne que l'on voit encore aujourd'hui, quand on monte dans les tours de Tokyo, on voit le mont Fuji, et qui par sa régularité est une espèce de symbole de pureté extraordinaire. Si j'évoque tout cela, c'est pour revenir à ce phénomène extrêmement important, je crois, pour comprendre la sensibilité japonaise en général et l'utilité des jardins. Et c'est cette notion de terreur. Si vous parlez à des artistes japonais ou à des Japonais en général, et si vous parlez de leur rapport à la nature, et si vous essayez de les faire se situer par rapport à des Chinois, enfin,
dans un milieu lettré, si vous voulez, dans un milieu instruit, et ils vous diront que les Chinois recherchent par le taoïsme la communication avec l'univers, l'unité, la fusion avec l'univers, qu'a évoqué M. Zhou Zheping jeudi dernier, alors que les Japonais, eux, ils ne vont pas jusqu'à l'univers, où ils vont ailleurs, ils cherchent la communication et l'union avec la nature. Parce que cette nature, elle est à la fois magnifique, superbe, mais en même temps, elle leur fait très peur. Et si je vous ai montré toutes ces images, c'était pour vous évoquer justement cette notion de terreur qui est tellement prégnante. Donc, vous voyez, ici, je montrais le mont Fuji aimable. Le voici maintenant tel qu'on le voit souvent, avec un nuage qui s'accroche, et on a l'impression, on ne sait pas si c'est un nuage ou si c'est une fumée annonciatrice de catastrophe. Donc il y a cette notion d'impermanence que nous avons tous, bien sûr, dans le monde entier. Nous sommes les enfants du temps, donc nous avons cette idée d'impermanence. Et en Chine, les lettrés l'expriment, comme vous l'a montré M. Zhou Zheping jeudi dernier, par la peinture, par l'enchevêtrement des montagnes, la chute interminable des cascades, donc la nature dure et l'homme passe. Et au Japon, même la nature, elle est tout le temps présente, mais elle n'est même pas stable, elle est instable. Donc la notion d'éphémère, qui va être à partir du VIe siècle complètement revalorisée et repensée à travers l'univers des textes bouddhiques, cette notion d'impermanence, elle est vraiment non seulement présente, mais elle est terrifiante. Et c'est pourquoi, c'est à cela que servent, de mon point de vue, entre autres, les jardins. Ils servent à délimiter des zones où l'homme est maître chez lui, où il y a du calme, du moins pour un temps, et où il peut s'unir avec la nature. Et c'est là où l'on trouve une composante essentielle de l'univers japonais, c'est la sensibilité shinto. Le shinto, vous en avez tous entendu parler, c'est l'animisme primordial, la religion antérieure à l'établissement du bouddhisme au Japon, et qui, je n'ose pas dire divinise, mais qui fait respecter les forces de la nature, et qui développe justement ce sentiment de révérence qui a fait à la fois d'admiration et de terreur, et une notion très précise du pur et de l'impur, avec le désir de créer des espaces où l'impur, c'est-à-dire la mort, la destruction, n'existe pas. D'où ce souci qu'ont les Japonais encore aujourd'hui. Tous ceux d'entre vous qui sont allés au Japon le savent. Le Japon est très propre. Enfin, on balaye, il y a des lieux particuliers dans lesquels les hommes s'investissent beaucoup. Et là, c'est d'une propreté absolument extraordinaire. Alors, oui, maintenant, voici deux autres images. Donc, l'idée, c'était celle-là, évoquer cette sensibilité de la religion des origines, qu'on appelle le Shinto, qui est un nom sinisé, mais qui est l'animisme primordial, avec cette notion de pur et d'impur. Et puis, vous avez compris aussi que l'autre élément important et que nous allons retrouver, ce sont les différentes sensibilités bouddhiques. On va les revoir. Il y a, dans ces sensibilités bouddhiques, il y a aussi cette idée venue de Chine et que Zheping a évoquée jeudi dernier, qui est la notion de paradis. Justement, un lieu où tous les hommes sur Terre ont besoin d'un endroit où ils soient tranquilles, où ils vivent des moments heureux. Alors, je n'ai pas le temps de vous parler de ce qu'est le paradis d'Amitabha, mais je vous ai apporté ces deux images, des peintures donc, de Tunhuang, le célèbre site, le célèbre sanctuaire rupestre dans le grand nord-ouest chinois, aux confins du désert, où est conservé un ensemble de peintures extraordinaires qui vont du 5e au 11e siècle, 12e siècle de notre ère, même un tout petit peu plus tardivement, les plus belles peintures de paradis étant celles du 8e siècle que vous voyez là. Et dans cette sensibilité bouddhique, il n'y a
Donc, il y a cette notion de paradis où les âmes attendent leur dernière réincarnation qui leur permettra d'entrer dans le corps d'un moine qui, lui, comprendra ce qu'est le nirvana, comprendra que c'est ce qu'est la connaissance suprême. Et donc, c'est un lieu clos, ce paradis. Mais il y a, contrairement à ce que l'on dit parfois, la notion bouddhique du jardin n'est pas forcément un lieu clos. Il y a d'abord la forêt, où le Bouddha historique a connu l'illumination. Et puis, il y a, comme ici, des images. Et si je vous ai présenté celle-ci, c'est parce que c'est une très célèbre peinture qui se trouve au Japon et qui représente la mort du Bouddha. Et vous voyez que quand le Bouddha s'endort et entre au nirvana, il y a tout l'univers des arbres, l'univers végétal, et bien sûr tous les hommes, et aussi les animaux. Enfin, l'image n'est pas très bonne, mais vous pouvez apercevoir des animaux autour. C'est-à-dire qu'il y a tout un univers autour de la grande transformation finalement que représente cette entrée du Bouddha au nirvana. Et cela veut dire que dans cette nature aménagée que représentent les jardins, les Japonais vont chercher à la fois le clos, mais ils vont chercher aussi à incorporer l'ensemble de la nature. Donc on est ici devant une peinture du XIe siècle. Ils vont chercher à incorporer la nature en pratiquant ce que plus tard les théoriciens appelleront l'emprunt de paysage, dont Jeping vous a parlé également jeudi dernier, qui est une notion très théorisée par les Chinois. Et puis, ce qui est important aussi dans cette pensée bouddhique qui s'implante solidement au Japon à partir de la seconde moitié du VIe siècle et qui devient religion officielle, c'est-à-dire qu'à la cour, il y a 2 bureaux pour les 2 religions officielles. Il y a un bureau pour le Shinto et un bureau, donc la religion japonaise, et un bureau pour le bouddhisme, les deux se mariant. Vous savez que c'est un des thèmes fondamentaux de la pensée extrême orientale, c'est qu'aucune pensée ne peut être exclusive de l'autre. Elle ne peut que se marier avec l'autre. Tout ce qui a été pensé, quoi qu'il advienne, existe, on ne peut pas l'exclure. Il faut trouver des passerelles entre les uns et les autres. Alors, dans ce bouddhisme qui donc est à l'origine, suscite de nombreuses cérémonies, notamment à la cour, puisque nous restons dans des milieux des élites, bien sûr. Pour avoir de beaux jardins, il faut beaucoup d'aide et beaucoup d'argent. Et donc, ce bouddhisme développe le goût des fleurs. Alors, je vous ai mis une espèce de catalogue Truffaut-Villemorin, qui est en fait un catalogue des principales fleurs qui représentent les différentes saisons du Japon. Donc, en haut à gauche, vous avez la fleur de lotus, qui est la fleur de l'été, qui est la fleur aussi, qui est le symbole de la pensée bouddhique et de l'évasion de l'homme qui va échapper au cycle des renaissances et des destructions par la connaissance de la pensée bouddhique. Et puis vous avez les iris, donc du mois de juin. Les fleurs de cerisier, oui, je ne les ai pas mises dans un ordre très logique, mais on va les fleurs de cerisier qui sont merveilleuses, qui ne fleurissent que 15 jours par an et qui deviennent ainsi le symbole de l'homme le plus fort et qui finit par représenter l'élite japonaise, c'est-à-dire le samouraï tel qu'on le définit à partir du XVIIe siècle, c'est-à-dire une sorte de chevalier qui en fait est aussi un administrateur, qui est aussi un lettré, un savant, etc. Et puis, bien sûr, les chrysanthèmes qui sont la splendeur de l'automne. Et pour en finir avec ces notions très générales, et je n'ai pas pu résister au désir de vous présenter cet arbre, vous voyez, que la nature, qui est vieux, qui est fatigué, qui est penché, accroché à son rocher, mais auquel on a apporté un étai et que l'on continue à tailler avec une méticulosité extraordinaire, presque aiguille par aiguille, avec de tout petits ciseaux. Tous ceux qui sont allés dans des jardins japonais ont forcément vu cela un jour ou l'autre. Et là aussi, cela exprime que le jardin, ou ces lieux où l'on peut travailler sur les arbres, c'est un lieu où l'homme reprend un peu de pouvoir et il taille ses rêves dans les arbres. Ces arbres sont taillés en forme de nuages. Ce ne sont pas des ronds pour faire joli, c'est pour évoquer
tout ce qui est au-dessus de nous, tout ce qui se passe dans le ciel. Donc l'homme taille ses rêves à travers ces arbres. Et maintenant, je vous propose, à travers un certain nombre d'images, et bien sûr de jardins de Kyoto, une forme de petit parcours historique, et en vous présentant d'abord des peintures qui sont donc toutes ces peintures sont des peintures de ce qu'on appelle dans l'histoire japonaise la deuxième partie de l'époque de Heian, Heian étant l'ancien nom de Kyoto. C'est un moment où qui est considéré par les amateurs d'art comme le sommet de l'art japonais médiéval original, c'est-à-dire c'est un moment où le Japon est refermé sur lui-même. Depuis la fin du IXe siècle, les rapports avec la Chine sont quasiment inexistants. Et ils ne reprendront qu'à la fin du XIIe siècle, on va le voir éventuellement. Donc, de la fin du IXe à la fin du XIIe siècle, ça fait 3 siècles pendant lesquels le Japon vit sur son acquis, tout ce qu'il a reçu du continent entre le VIe et le VIIIe siècle, à l'époque où il était extrêmement ouvert sur le continent, et il crée une synthèse originale qui s'exprime à travers toutes les formes d'art, l'architecture, la peinture, comme vous le voyez ici, et les jardins. Alors, vous pouvez trouver que je commence l'histoire des jardins bien tard, mais parce que, et tout le monde a dû vous le dire ou vous le dira, le problème des jardins est que ce sont des êtres vivants, et donc, par définition, peu durables, et que actuellement, et à ma connaissance, il y a peu de travaux, peu de reconstitutions des jardins anciens de Nara, c'est-à-dire la capitale japonaise du 8e siècle, et on ne sait pas grand-chose, sinon qu'il existait à la cour, il existait des jardins qui tentaient d'imiter les jardins chinois, et avec des lieux de réception, avec des parcs où l'on faisait vivre des animaux jugés plus ou moins extraordinaires. Et puis, il y avait des jardins. Alors, la pratique en est toujours durable, mais je n'en parlerai pas aujourd'hui, je ne fais que les mentionner. Ce sont les paysages dans un plat, c'est-à-dire, Jeping vous en a parlé jeudi dernier, ces petits jardins dans un espace extrêmement réduit, et qui sont justement des constructions, des espèces de dioramas vivants que l'on fait pour imaginer ces lieux de paradis, ces jardins de rêve. Et la pratique en est très développée chez les moines et chez les intellectuels. Mais si vous voulez, c'est seulement à partir de l'époque de Heian, donc en gros à partir de l'an 1000 et après, que l'on connaît véritablement, que l'on a des sources qui permettent d'imaginer ce qu'étaient ces jardins. Alors, je vous présente donc des peintures comme celle-ci qui vous montrent ces bâtiments à la chinoise que vous connaissez, donc des séries de pavillons reliés par des galeries couvertes et autour duquel on dessine de très beaux jardins qui servent aussi à exprimer, par exemple, comme ici, une atmosphère. C'est-à-dire que si vous voyez des fleurs comme ici, des fleurs de printemps, du début de printemps, donc c'est une histoire d'amour, une histoire qui débute, tout va bien. Et puis, en revanche, si le jardin est triste, si c'est l'automne, si le jardin perd ses feuilles, ou pire encore, si la neige recouvre le jardin, ça veut dire que l'amour est mort, et ça veut dire que les amants sont séparés et que tout est bien triste. Donc, il y a ce lien entre, encore une fois, très sentimental, je pense que c'est l'une des caractéristiques de l'art japonais, et très sentimental parfois dans la grande violence, mais le sentiment, c'est la violence aussi. Et donc, il y a ce lien entre le jardin et les sentiments. Mais alors, si je vous ai montré ces images, c'est aussi pour vous dire qu'elles nous mentent, parce que quand vous les regardez, vous avez l'impression que ces jardins sont immenses, qu'ils sont aussi très, très extrêmement libres, qu'il y a
partout des cours d'eau, des petits chemins qui serpentent, etc. Ce qui est vrai, puisque les Japonais ont emprunté aux Chinois la notion dont Jopling parlait jeudi dernier, qui est le jardin avec forcément de l'eau et puis des pierres, puisque la pierre est une force vivante et l'eau est aussi c'est un élément, c'est un agent, un actant dans la pensée chinoise antique. Et donc, on a besoin de la pierre, on a besoin de la terre, on a besoin de l'eau. Mais cette impression de vie extrême, en fait, elle est liée, les travaux de spécialistes et d'érudits actuels, comme Nicolas Fievé, par exemple, qui est actuellement au Japon, mais qui normalement enseigne à l'école pratique des hautes études, eh bien, c'est que eux qui cherchent à travers des textes ce qu'étaient vraiment les jardins à l'époque, ils se rendent compte que finalement, c'était des jardins très simples, avec une cour devant la maison, dans laquelle le maître de maison recevait soit ses amis, soit s'il était un chef de région, il recevait ses administrés et ses fonctionnaires. Et puis derrière, il y a un jardin d'agrément, un jardin de plaisance. Donc il faut imaginer une maison très simple, entre cour et jardin. Ça doit vous rappeler quelque chose. Mais là, ce sont les conventions de la peinture d'Extrême-Orient en général, et particulièrement de la peinture japonaise à partir de l'époque de Heian, qui vous donne cette impression d'extrême liberté, puisque le peintre utilise la diagonale. Toute la composition est faite en utilisant la diagonale et en se servant de lignes parallèles. Et ce qui donne au contemplateur l'impression qu'il est un oiseau et qu'il peut fureter. Vous savez, une peinture d'Extrême-Orient, elle se regarde, mais surtout c'est fait pour que l'on entre dedans et qu'en imagination, on aille voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et si la peinture est bien faite, il y a à l'intérieur une représentation extrêmement fine qui se voit presque seulement à la loupe et qui vous permet de naviguer, en somme, de vous promener dans la peinture. Alors, c'est ce travail sur l'isométrie et le regard à vol d'oiseau et la diagonale et qui donne cette impression d'extrême liberté, alors que, encore une fois, d'après les travaux actuels, et les travaux des érudits, il semble que ces premiers jardins aient été beaucoup plus conventionnels, beaucoup plus proches de ce que vous avez pu voir, par exemple, jeudi dernier, pour la Chine. Et alors, maintenant, je vais enfin vous montrer de vrais jardins, y compris celui-ci, qui est, oui, juste un mot sur cette architecture, c'est ce qu'on appelle en japonais l'architecture shinden, c'est-à-dire le style des palais de cérémonie à l'ancienne, qui sont des palais inspirés des palais chinois. Donc ça veut dire architecture de bois et toit de tuiles. Vous allez en voir un autre, puisque maintenant nous passons dans les vrais jardins où, et à peu d'exceptions près, nous laissons tomber les peintures. Alors, existe-t-il encore à Kyoto, puisque j'ai pris le parti de nous laisser à Kyoto, et parce que j'avais de belles photos de Kyoto, existe-t-il encore des jardins de cette époque de rêve, du moins tout à fait poétisés par les écrits, par les travaux des historiens, et après par les travaux et d'abord par les écrits des littérateurs, puis par les travaux des historiens, eh bien, il y a un lieu qui s'appelle, j'ai écrit en haut, le Osawa no Ike, ça veut dire le lac de Osawa, qui serait la première pièce d'eau, soit artificielle, soit artificiellement retravaillée, même s'il y avait à l'origine une mare naturelle, et qui remonterait à l'époque de Heian. Mais il n'en reste rien, c'est tout le travail qui se fait sur les jardins, qui est un travail de mémoire, de reconstitution. Il n'en reste rien, sinon peut-être donc voilà les trois images du Osawa no Ike, qui est un lieu aujourd'hui où ont lieu des joutes de bateaux dragons. Donc on pense que c'est effectivement un ancien jardin de Heian, justement à cause de cette référence aux bateaux dragons. Vous savez que les joutes de bateaux dragons ont commencé en Chine, en souvenir d'un mémorable personnage du IIIe siècle avant notre ère, etc. Bon, j'ai pas le temps de vous raconter l'histoire chinoise, mais cette référence à un thème important de l'histoire chinoise suggère que cet étang a été aménagé
dans le cadre d'un jardin qu'on voulait à la chinoise. Et l'autre chose qu'il suggère, c'est cette utilisation donc, du petit cours d'eau naturel, qui est la rivière qui alimente l'étang. Et vous voyez ici l'île, le jeudi dernier, vous a bien parlé des îles qui étaient forcément là au milieu de l'étang, puisque dans ce monde de l'eau et de la terre et de la pierre, on essaye de reconstituer la nature, mais une nature en somme apprivoisée. Et puis maintenant, et donc j'essaye de prendre les choses dans un ordre à peu près archéologique, ou du moins chronologique. Et nous sommes dans un lieu célèbre de Kyoto qui s'appelle le Heian Jingu, c'est-à-dire le sanctuaire de Heian, et qui est une reconstitution de la fin du XIXe siècle, une reconstitution de ce qu'était le palais impérial, de ce qu'était un palais aristocratique, justement, à l'époque où Murasaki Shikibu écrivait le Genji Monogatari, c'est-à-dire l'histoire du Genji, ce premier roman japonais, en japonais et non pas en chinois, qui a été écrit par une femme il y a 1000 ans, puisque depuis quelques années, enfin, entre 1008 et 1010, on fête le millénaire du Genji. Vous avez peut-être vu de très beaux ouvrages paraître sur ce texte. Et donc, alors je reviens au Heian Jingu. C'est donc une reconstitution, mais une reconstitution passionnante. Alors le bâtiment, vous le voyez, bon, c'est un bâtiment à la chinoise. Ce qui est très intéressant, ce sont les 3 jardins que l'on a reconstruits, que l'on a créés tout autour, et qui essayent de reprendre ce que je vous disais. Donc, vous voyez, ici, on entre, c'est la salle, le jardin de réception, donc ce qui devait être la cour où l'empereur recevait ses chefs de région et où chaque chef de région pouvait aussi, à son tour, où les ministres pouvaient recevoir les vassaux. Et puis, à côté, il y a de merveilleux jardins de rêve. Mais alors, et cela nous renvoie à notre propre histoire. Rappelez-vous, je ne suis pas du tout une spécialiste des jardins, mais tout de même, rappelez-vous ce que nous avons fait au XIXe siècle avec les jardins de Lenôtre. Nous avons refait du Lenôtre autour de tous les châteaux de la Loire, autour de tous les châteaux français. Et l'on a tendance aujourd'hui à les défaire pour reconstituer des jardins qui sont plus médiévaux, ou des jardins de la Renaissance, qui sont mieux adaptés à nos châteaux. Eh bien, au Heian Jingu, on a reconstitué des jardins qui soient conformes à ce que l'on voyait sur les peintures, c'est-à-dire des jardins de rêve, où l'eau et les fleurs s'en mêlent constamment, avec des techniques de jardinage et des ensembles d'espèces qui ont en fait été théorisées beaucoup plus tard qu'à l'époque de Heian. Mais ça ne fait rien, c'est l'esprit des peintures. Et c'est pourquoi je vous ai mis un petit peu en garde en vous disant, effectivement, il y a ces peintures du XIe, du XIIe siècle et après, mais là je vous ai montré des peintures du XIe et du XIIe siècle, et qui nous font entrer dans un monde de rêve. Et il y a un travail à faire que sont en train de faire les érudits, mais qui n'est pas encore complet, si l'on veut. Et sur la réalité, c'est un long travail de recherche dans les archives, s'il y a des éléments qui permettent de dire ce qu'étaient ces jardins, et puis aussi recherche par les fouilles, on peut retrouver, vous savez, comme de même qu'on retrouve les traces des rizières, en creusant un petit peu dans les champs, on peut retrouver des traces de jardins anciens. Mais c'est une science qui est encore balbutiante, donc les merveilleux jardins de Heian Jingu sont des jardins de rêve qui renvoient à ces joutes oratoires, à ces danses, à ce monde merveilleux du XIe et du XIIe siècle. Et ce monde merveilleux est aussi un monde qui a théorisé. Je vous ai parlé de la naissance de la littérature romanesque. C'est aussi le monde du grand développement de la poésie à la japonaise. Et puis, c'est le moment où un grand seigneur, donc le fils d'un grand seigneur, Tachibana Toshitsuna, dont vous avez le nom à l'écran, a écrit ce livre qu'on appelle le Saku Teiki, c'est-à-dire le livre c'est la manière, le mémoire sur l'art de créer, fabriquer des jardins.
Et la première phrase, donc je vous renvoie à la très belle traduction de Michel Vieillard-Baron, qu'il est très difficile de se procurer parce qu'elle est épuisée. Ça a été publié par la maison franco-japonaise il y a une dizaine d'années. Mais avec un peu de chance, on peut le trouver en bibliothèque ou sur Internet. Et la première phrase, c'est quand on fait un jardin, d'abord, on installe des pierres. Et souvent, on dit dresser des pierres. Et moi, je préfère installer parce que finalement, toutes les pierres ne sont pas verticales, toutes les pierres ne sont pas très grandes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un premier traité théorique sur l'art des jardins fait par un homme extrêmement cultivé, qui est aussi par définition, comme l'est toujours un artiste en Extrême-Orient, qui est en même temps un peintre et un calligraphe. Et donc, cela veut dire que les jardins, c'est une autre forme d'expression pour l'artiste, exactement comme l'est la calligraphie ou comme l'est la peinture. Et puis alors, l'archétype du jardin, et bien sûr de l'époque de Heian, de la fin du XIe siècle, et relative fin de l'époque de Heian, c'est le Byodo-in à Uji. Tous ceux qui sont allés à Kyoto, et ça c'est à côté de Kyoto, c'est à 25 km de Kyoto, et tous ceux qui sont allés à Kyoto ont fait, je pense, l'excursion, et pour aller visiter cet extraordinaire endroit. Moi, ce qui m'intéresse, alors encore une fois, c'est l'exemple type de jardin et du lien entre le jardin et la construction. Rappelez-vous ce qu'on vous a dit la dernière fois en Extrême-Orient, la construction occupe un espace important dans la surface de la propriété, en gros 25% de l'espace. Et l'un va avec l'autre. L'un est fait pour être... le jardin, l'architecture sont faits pour être vus l'un en miroir de l'autre. Et bien sûr, ça c'est l'exemple type de la culture dite des Fujiwara. Les Fujiwara, c'est une très grande famille qui a dirigé de fait le Japon sous couvert de l'empereur pendant à peu près 200 ans. Et ce qui m'intéresse ici, c'est ce lien entre la maison et le jardin qu'on va voir encore ici. Et vous voyez le reflet. Donc, il y a l'édifice central ici qui est devenu, qui a été conçu dès l'origine comme un pavillon de prière dans lequel il y a une très belle statue d'Amitabha en bois doré qui est très importante du point de vue de la sculpture japonaise, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Et vous voyez que ce pavillon est au bord d'un étang, puisque bien sûr nous sommes dans ces parcs merveilleux de l'époque de Heian où l'on peut se promener. Ce sont des parcs de promenade, ce sont des parcs aussi où il y a des étangs assez grands pour que l'on puisse faire du bateau et jouir en même temps, faire jouir en même temps tous les sens. C'est-à-dire qu'on admire avec ses yeux, mais on écoute la musique du vent dans les feuillages, le chant des oiseaux, et même le clapotis de l'eau avec les rames qui font bouger l'eau, et puis le poc des poissons, des carpes qui sautent pour attraper des moucherons. Tout ça fait partie de ce lieu de paradis. Mais ce qui est très important ici aussi, de mon point de vue, c'est ce travail sur le reflet, et qui n'est pas seulement un travail esthétique, qui est aussi un travail spirituel, puisque le reflet vous renvoie à ce thème essentiel de la méditation bouddhique, c'est-à-dire qu'est-ce que la réalité, il y a réalité, il y a illusion, où est le passage entre les deux, où est la coupure entre les deux, où est la réalité, où est l'illusion. Tout n'est-il qu'illusion. Et l'illusion elle-même est-elle une illusion? Donc alors les différentes écoles vous disent que s'arrêtent plus ou moins loin sur le chemin de l'acceptation et de l'illusion. Et là, à certaines heures, alors je ne sais pas si ça se voit très bien dans les photos, si ici aussi, même sous la pluie, et il y a des moments où, avec certains aspects de brume ou de lumière, tout semble trembler un peu et on ne sait plus très bien où est le bâtiment et où est son reflet. Et ça, c'est une des leçons essentielles de ces jardins de l'époque des Fujiwara, donc de la fin de l'époque de Heian. Et puis, je n'ai pas résisté
la joie de vous montrer cette photo. Donc le pavillon central s'appelle le pavillon du Phénix, puisque à côté des acrotères, il y a deux oiseaux magiques. Le phénix en Extrême-Orient est un peu différent du nôtre, mais c'est aussi un oiseau qui a le pouvoir qui meurt, mais qui renaît toujours encore plus beau. Donc c'est le thème de la résurrection. Et à côté de ce phénix de bronze, eh bien, il y a un vrai échassier qui est là. Je ne saurais trop dire ce que c'est, mais c'est un vrai oiseau. Et c'est aussi ce lien entre la représentation et la vie qui, de mon point de vue, est absolument fondamental dans l'histoire japonaise. Alors maintenant, juste deux peintures du XIIIe siècle. Enfin, vous voyez, c'est écrit à l'écran. Et pour évoquer tout à fait autre chose, revenir à l'histoire, puisque bien sûr, non seulement les jardins ont une histoire, mais ils ne se comprennent pas si on ne les inclut pas dans la grande histoire, si on peut dire la grande histoire. Et donc, vous savez qu'à partir de 1185, enfin, tout le XIIe siècle est une période très compliquée de l'histoire japonaise parce que deux grandes familles de descendants d'empereurs, vous savez que les empereurs japonais, il y a toujours un seul empereur qui règne, bien sûr, depuis le IVe siècle, et jusqu'à nos jours, c'est la même famille qui règne. Les empereurs, autrefois, surtout dans ces périodes anciennes, avaient plusieurs épouses, mais un seul enfant régnait, bien sûr, et les autres étaient envoyés, enfin, nous dirions qu'ils étaient chasés. On leur donnait des fiefs dans les provinces, et où ils devenaient des administrateurs. Simplement, à force de s'implanter dans les régions, ils y développaient une grande puissance économique et militaire, et ils étaient toujours tentés de revenir à la cour pour imposer leur point de vue, voire éventuellement reprendre le pouvoir. Et deux de ces familles se sont fait une guerre féroce pendant tout le XIIe siècle, ce sont les Taira et les Minamoto, et le récit de leurs affrontements passe dans la littérature épique japonaise et aussi dans la peinture. Et ici, notamment, avec toutes sortes d'incidents plus ou moins graves à la cour. Et ce que je voulais exprimer à travers ces peintures, c'est ce changement politique, c'est-à-dire qu'à partir de 1185 est institué un système, parce que après je vais vous parler tout le temps de shogun, alors je suis obligée de vous rappeler très brièvement ce qu'est un shogun. Un shogun, c'est un général en chef qui, le système fonctionne à partir de 1185. À partir de ce moment-là, l'empereur règne. Il incarne le Yamato Damashi, c'est-à-dire l'esprit japonais, l'âme japonaise, qui est, chaque génération doit la définir, quelle est cette âme, qui passe notamment par les jardins. Et celui qui gouverne, qui administre le pays, donc au civil, au judiciaire, au militaire, c'est le général en chef, c'est le shogun. Et cela se fait donc au terme de guerres qui ont duré presque un siècle. Donc, changement d'atmosphère. Et vous avez donc à ce moment-là deux têtes de pont. Alors, vous avez un pouvoir bicéphale, un petit peu comme aujourd'hui, puisque finalement, le général MacArthur, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'a fait que rendre à l'empereur du Japon le statut qui était le sien avant 1868, c'est-à-dire un statut symbolique. Et vous avez un pouvoir bicéphale avec un empereur qui est extrêmement vénéré, qui est l'incarnation du Japon, et puis le général en chef qui gouverne. Et alors le général en chef, lui, puisqu'il a charge d'âme et il a prise directe sur les choses, et il est, à partir du début du XIIIe siècle, il est extrêmement passionné par un nouvel aspect de l'enseignement bouddhique qui vient de Chine. En chinois, on appelle le Chan. En japonais, on l'appelle le Zen, que vous connaissez tous, dont vous avez tous entendu parler. Et pourquoi le zen ? Parce que le zen, c'est une méthode, c'est le dhyana en sanskrit, c'est-à-dire la méthode de la méditation. Le zen en soi, bien sûr, c'est une pensée, mais c'est la pensée bouddhique, et c'est surtout l'ensemble des méthodes qui vous permettent de comprendre les différents textes bouddhiques et qui, ces textes aidants, vous permettra dans cette vie ou dans une autre de parvenir peu à peu à l'illumination. Le zen, c'est donc une pratique qui est portée bien sûr par des moines, mais les grands seigneurs, qui sont donc des chefs, des militaires à tous les niveaux,
les militaires viennent se former dans les monastères. Ils viennent faire retraite quelques jours ou quelques semaines auprès de grands moines. Et la personne du moine est extrêmement importante. C'est lui qui connaît les textes, c'est lui qui guide l'homme qui a besoin, nous dirions aujourd'hui, d'une formation express pour retourner à son administration ou à ses guerres. Et alors c'est dans cet esprit que s'organise le monde des différentes époques japonaises. Bon, je passe brièvement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette doctrine chinoise arrive à ce moment-là parce que les rapports avec la Chine reprennent. C'est-à-dire que ces généraux en chef qui reprennent le pouvoir, la famille des Minamoto notamment, et pourquoi ont-ils pris le pouvoir? Parce qu'ils étaient très riches. Et pourquoi étaient-ils très riches? Parce qu'en sous-main, ils avaient entretenu des rapports avec la Chine. Et eux sont de fervents partisans des rapports avec le continent. Et à partir du XIIIe siècle, le Japon s'ouvre à nouveau, très régulièrement, à la culture continentale. Et c'est ainsi que naît, par exemple, cette synthèse de l'architecture japonaise traditionnelle et de l'architecture chinoise de l'époque des Song, c'est-à-dire du XIe au XIIIe siècle, que vous voyez ici, par exemple, dans cette forme de fenêtre. Et les Japonais appellent cela le style indien, mais en fait c'est un style chinois. Et puis c'est à ce moment aussi qu'ils découvrent la peinture chinoise des Song du Sud, donc cette peinture de la seconde moitié du XIIe siècle et du XIIIe siècle, qui met l'accent justement sur le traitement en diagonale que j'évoquais tout à l'heure. Et puis alors, si j'ai choisi cette peinture, c'est avec une idée derrière la tête, c'est vous montrer que les lettrés chinois eux-mêmes parfois s'interrogeaient sur le rapport avec la nature et sur le fait que ce rapport était parfois brutal, puisque vous voyez ici un lettré qui arrive avec un petit jeune homme qui lui porte sa cithare. Donc le lettré, richement habillé, arrive dans un endroit sauvage. Il va se mettre à jouer de la cithare et à chanter. Mais que se passe-t-il? Eh bien, les oiseaux préfèrent partir. C'est-à-dire que l'homme n'est pas forcément en accord avec la nature. Et le poème le dit. Comme l'homme arrive et va chanter, les oiseaux s'enfuient, ils ne veulent pas entendre ça. Et alors, c'est maintenant, donc il y a à partir de ce moment, on renoue, je vous ai dit, les liens avec le continent, et ceux qui sont les plus actifs et qui ont le temps aussi, qui consacrent leur vie à cela et qui veulent développer les rapports intellectuels avec le continent et pas seulement les rapports économiques, pas seulement les achats d'objets extraordinaires comme de la céramique ou des peintures ou des brocards. Ces hommes, ce sont des moines, dont le plus célèbre d'entre eux, qui est Musō Soseki, que l'on appelle aussi Musō Kokushi, peu importe, vous avez ces dates à l'écran, et c'est un homme extrêmement important, d'abord parce qu'il était aussi d'origine princière, c'est un membre de la famille impériale, mais qui n'est pas appelé à régner et qui préfère, pour des raisons diverses, se faire moine. Mais c'est un homme qui, du fond des monastères qu'il dirige, joue un rôle politique extrêmement important. C'est-à-dire que toute la politique d'échange avec la Chine passe par les monastères qu'il dirige, parce que c'est commode à la fois pour les Chinois qui ont un interlocuteur qui s'intéresse à la culture chinoise, et pour la cour japonaise qui n'est pas liée. C'est-à-dire s'il y a le moindre problème, la cour japonaise peut dire « Ah oui, mais nous, la cour, nous ne voulons pas de rapport avec la Chine, les moines se débrouillent de leur côté, c'est pas nous. » Et donc, c'est un système intermédiaire qui fonctionne très très bien. Et ceci étant, Musō Soseki, il est très important parce que c'est lui qui a introduit au Japon, d'abord, il a contribué à introduire au Japon cette notion de réflexion sur l'environnement, un environnement qui est relativement simple, qui ne déborde pas de soieries, d'or, qui n'est pas l'environnement de la cour qui est fait pour frapper les esprits. C'est un environnement d'hommes de pensée, et c'est un environnement de raffinement dans une forme de retenue et de relatif dénuement. Et il est celui aussi qui a commencé à réfléchir sur une chose que vous connaissez bien, c'est-à-dire le thé, et toutes les façons à quoi sert le thé, et quelle philosophie, qu'est-ce qu'on peut apprendre en essayant
d'abord de faire le meilleur thé possible, mais ensuite en essayant de le développer, non pas comme une seule ingestion d'un produit qui nous maintient en vie, mais comme une règle de vie. Quelle culture du thé peut-on développer, comme nous avons, si j'ose dire, développé une culture du vin. Alors ce personnage est extrêmement important, est aussi celui qui a créé, entre autres, parce qu'il est à l'origine de beaucoup de jardins de Kyoto, comme les jardins du Nanzenji par exemple, mais tous ces jardins ont disparu et ne sont plus connus que par des... Ils ont disparu généralement au XIIIe, au XIVe siècle, qui sont des périodes troublées. Vous savez que l'histoire japonaise n'est ni calme ni simple. Donc le XIVe siècle, notamment la seconde moitié du XIVe siècle, est extrêmement troublée. Donc tous les jardins de Musō Soseki ont disparu. Sauf peut-être celui-ci que nous connaissons sous son nom populaire, qui est le Kokedera, c'est-à-dire, cela veut dire le temple des mousses. Alors, c'est un jardin dans lequel le prince moine avait conçu, bien sûr, un étang, ça vous l'avez compris depuis jeudi dernier, vous n'échapperez pas à l'étang, mais un étang avec bien sûr une île, vous avez compris aussi, mais une île et qui donne un sens, c'est-à-dire que la forme de cette île donne à l'eau. Si l'on monte dans un arbre et si l'on regarde, je ne sais pas si on voit bien, comme non, on voit, bon, c'est très difficile, les photos sont très difficiles à prendre. Et si l'on monte dans un arbre, on bien sûr vue d'avion ou du LM, on aperçoit la forme de l'étang et elle reproduit la forme du caractère Shin, c'est-à-dire Shin en chinois, c'est le caractère qui veut dire cœur. Et vous savez qu'en sino-japonais, c'est ce que Han Cheng, qui est donc professeur de philosophie de pensée chinoise au Collège de France, c'est ce qu'elle traduit par cœur-esprit. Parce que en Extrême-Orient, on ne fait pas la distinction. Enfin, tout ce qui relève de la pensée et du sentiment est lié, et l'on considère que le sentiment a une influence absolument prédominante, enfin, ou extrêmement importante sur la pensée. Donc, tout est Shin, ou Shin en chinois, c'est le cœur-esprit. Et cette notion-là, qui passe constamment dans les textes explicatifs du zen, qui vous dit, voilà, vous devez travailler sur votre Shin pour en faire ceci, cela, le faire se diriger vers telle et telle forme de pensée, etc., c'est la base de l'enseignement. Donc, Musō Soseki commence à faire du jardin non seulement tout ce qu'on peut demander à un jardin et que lui demandaient les princes d'autrefois et que lui demandent toujours les princes à son époque, mais il en fait un jardin pas seulement de méditation, il en fait un jardin symbolique. Et alors, pourquoi les mousses? Parce que le nom savant du jardin, c'est Saihoji, ça veut dire le temple, le jardin du Saihoji, c'est-à-dire du temple des fragrances, des précieuses fragrances, enfin des odeurs très, très, très parfumées. Et pourquoi Kokedera, pourquoi le temple des mousses? Eh bien, c'est parce que là aussi, on ne sait pas trop ce qu'il reste du jardin de Musō Soseki, qui a beaucoup souffert des abandons. Ça, c'est un thème intéressant dans l'histoire du Japon. Et les jardins sont très souvent abandonnés. Quelqu'un un jour, mais il n'y a pas longtemps, m'a demandé mais pourquoi on abandonne ainsi les jardins? Eh bien, je crois que c'est... alors, je n'ai pas eu vraiment la réponse. J'ai répondu, comme on fait dans ces cas-là, en se défendant, en disant, mais est-ce que les jardins français ne sont pas aussi souvent abandonnés et refaits des siècles plus tard ou des décennies plus tard? Et finalement, en réfléchissant, j'ai une autre réponse. C'est aussi un rapport démographique, puisque vous savez qu'au XVIIIe siècle, la population japonaise n'excédait pas quelque chose comme 25 millions d'habitants, pour un territoire qui est grand comme les 3/4 de la France. Donc, ça veut dire... Attendez, il y a un effet. Larsen, non. Ça veut dire que il y a de la place.
Et on a aussi cette notion shinto du pur et de l'impur. Vous savez que dans les temps très anciens, avant l'arrivée du bouddhisme, quand un empereur mourait quelque part, toute la cour devait déménager parce que la mort avait pollué le lieu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ces abandons de jardins japonais s'expliquent par cela. S'il y a eu un drame quelque part, on laisse passer le temps, on va ailleurs, on ne reste pas là. Et en plus, démographiquement, on avait la place de le faire. Alors je reviens au jardin des mousses. Donc ce malheureux jardin des mousses, qui n'était pas encore des mousses, a été abandonné plusieurs fois au cours de son histoire. Et puis, il était même fermé, les moines quasiment étaient presque tous partis. Et c'est à l'époque de Meiji, au moment où le Japon s'ouvre à l'Occident, à la fin du 19e siècle, donc on le redécouvre, et on l'ouvre et on s'aperçoit que la mousse a absolument tout recouvert. Et normalement, dans ces cas-là, la mousse, on l'enlève. Mais c'était tellement beau que les artistes, les moines installateurs de jardins de l'époque de Meiji, ont dit on n'enlève pas la mousse. Et cela nous renvoie encore à une notion extrêmement forte que l'on retrouve chez tous les artistes japonais. Et c'est cette notion que, attention, j'ai mis ensemble des choses, j'ai voulu des choses, mais la nature a parlé et elle a fait autrement. Eh bien, c'est toujours la nature qui a raison. Vous trouvez ça chez les potiers. Si vous avez visité des officines de potiers au Japon, vous savez que quand on ouvre le four, le potier fait un tri, c'est-à-dire qu'il va bien sûr briser les pièces qu'il trouve laides, mais il y a des pièces qui ne correspondent pas du tout à ce qu'il avait demandé, qui peuvent être même en partie déformées ou brisées, et il va les garder parce qu'il y retrouvera ce qu'on appelle le yoren, c'est-à-dire la transformation dans le feu, ce qui est un miracle naturel. Et ce miracle naturel, les Japonais de l'époque de Meiji ont cru le voir jouer là. Et aujourd'hui, donc le temple a pris ce nom populaire qui est Koke-dera. Dera, c'est la façon populaire de dire temple. Koke, c'est la mousse. Et donc on l'a appelé, et bien sûr les moines ont conservé le nom ancien, mais à Kyoto, si vous demandez où est le Koke-dera, on vous répondra plus facilement que si vous demandez où est le Saihoji. Et alors, à ce moment-là, les jardiniers ont fait un autre travail. Ils ont dit la nature nous a donné cela, c'est un chef-d'œuvre à la fois bouddhique et shinto, le bouddhisme du caractère shin et le shinto de la nature. Et ils ont fait un autre travail, ils ont fait un travail de conservation sur les mousses et d'étude des différentes variétés de mousse. Alors voici par exemple une image qui vous montre ce jeu de reflets de la lumière sur les mousses et qui renvoie aussi, n'oubliez jamais encore une fois, les jardins, la calligraphie, la peinture, ça va ensemble. Donc c'est aussi un travail ou du moins un travail d'observation de peintre sur le jeu d'ombre et de lumière, mais qu'on traduit non pas du tout dans des effets de clair-obscur, comme nous pouvons le faire chez nous, mais dans des effets, on traduit ça en images d'ancrage. Hein. Toute l'appréciation la plus raffinée, si vous voulez, dans l'univers d'Extrême-Orient, passe par l'appréciation de l'écriture, donc par l'appréciation de l'encre. Et vous allez voir d'ailleurs tout à l'heure que à partir très vite, on va faire des jardins qui sont des formes d'encre qui ne disent pas leur nom. Alors maintenant, un autre type de jardin, donc on laisse Musō Soseki, et nous arrivons à la fin du XIVe siècle, à l'époque où gouverne un personnage qui est Ashikaga Yoshimitsu. Alors je vous ai apporté des portraits, parfois des portraits posthumes, hein, qui sont, oui d'ailleurs c'est le cas ici, qui sont souvent faits 200 ans après la mort du personnage. Donc on ne peut pas dire que ce soit vraiment ses traits, mais c'est le souvenir qu'il a laissé. Vous voyez ce shogun qui finalement à la fin de sa vie se fait moine. Il y a toujours un passage d'un univers à l'autre. Et ce que je voulais exprimer par là, c'était l'importance de ces créateurs de jardins. À l'inverse, je crois, de ce qui se passe en Chine, c'est dommage que Zhu Ping ne soit pas là pour me contredire, mais je pense qu'au Japon, on fait extrêmement attention à
à qui est l'inspirateur d'une œuvre d'art, quelle qu'elle soit, que l'on aime bien. Et donc, on garde le souvenir de ces personnages, qui est celui, et qui a donc fait créer ce pavillon, qui est le Kinkaku-ji, donc le Kinkaku, Ji c'est le temple, donc le pavillon d'or dans le Kinkaku-ji. Alors, encore une fois, on travaille sur des copies, puisque ce bâtiment a brûlé, qui est donc de la fin du XIVe siècle, a été édifié, l'original a été édifié en 1397, mais il a brûlé plusieurs fois, et la dernière fois c'était en 1950, quand un moine, le trouvant trop beau, y a mis le feu, un moine fou. Et c'est un très célèbre roman d'ailleurs qui s'appelle le Pavillon d'or. Bon, je vais retrouver le nom de l'écrivain extrêmement célèbre, Mishima Yukio, merci. Et qui, vous le savez, après s'est suicidé en 1970 ou 72, qui s'est suicidé en s'ouvrant le ventre par seppuku, parce qu'il trouvait que le Japon s'en allait sur des voies qu'il refusait, et donc il a voulu témoigner. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est encore une fois ce lien entre la nature spirituelle, le lien entre le bâtiment et l'étang est ancien, mais ce que vous avez vu naître au Byodo-in, donc au XIe siècle, est ici, 3 siècles plus tard, est très affirmé. C'est-à-dire qu'on crée un lien étroit entre l'eau, le paysage emprunté, puisqu'on emprunte ici toutes les frondaisons des arbres qui se trouvent sur les petites collines autour de l'étang, et on dresse au bord de l'étang, et comme à la chinoise, sur une espèce de bateau, Jeping vous l'a montré jeudi dernier, ce bateau qui entre dans l'eau et sur lequel en fait on fait des banquets. Et ici, ce promontoire sur lequel se dresse le bâtiment soutient un édifice qui est un édifice de méditation et qui conduit à la spiritualité, dans lequel, justement, Yoshimitsu venait pour prier, pour regarder des images pieuses. Et avec 3 étages, donc un étage de réception ordinaire, et puis des étages, 3 étages, ça veut dire 3 niveaux. Hein. Vous savez, c'est comme aux États-Unis, au Japon, ce que nous appelons le rez-de-chaussée, c'est le premier étage, etc. Enfin, si on parle en niveau, on se comprend mieux. Donc avec 3 niveaux. Et c'est un pavillon de paradis, justement, de plaisance, de jouissance, mais en même temps de jouissance sérieuse et spirituelle, qui est au bord de l'eau. Vous retrouvez le thème du pavillon qui se mire dans l'eau, mais avec des effets encore beaucoup plus complexes qu'au Byodo-in, sur toute la végétation qui est autour et qui également se reflète dans l'eau. Et ces reflets, vous les retrouvez même avec les oiseaux, puisque vous voyez ici le reflet du héron dans l'eau. Et celui-ci aussi. Et toujours ce travail sur l'illusion, avec une disposition telle que, suivant les heures, vous avez des illusions différentes. Alors ce pavillon est extrêmement important, et ces jardins sont extrêmement importants dans l'histoire japonaise, parce qu'ils sont situés au nord, dans la partie nord de Kyoto, dans ce qu'on appelle la partie des montagnes du nord, c'est-à-dire Kitayama en japonais, et cela correspond au XIVe siècle, c'est-à-dire à cette période où règnent donc les shoguns de la famille Ashikaga, qui règnent dans le quartier de Muromachi. Pardonnez-moi tous ces mots, mais ce sont ceux de l'histoire japonaise la plus simple qu'on puisse faire. Et ils ont développé toute une culture imprégnée de bouddhisme, imprégnée de pensée chinoise, puisque les Ashikaga étaient des grands passionnés de culture chinoise, et ils achetaient à grand prix des céramiques, des céladons, donc des sons, puis des yuan. Ils achetaient des peintures, ils achetaient et des textes, tout ce qu'on pouvait, ils faisaient venir de Chine, tout ce qui était l'appareil, en somme, d'un lettré. Et c'est ce qu'on a appelé la culture, justement, de Kitayama, à cause de ce pavillon d'or qui en est le symbole.
Et c'est le symbole de cette culture des Ashikaga, donc très cynophile. Ah oui, je vous ai apporté cela, c'est juste pour vous rappeler sur quoi débouche cette culture des Ashikaga. Elle débouche très vite sur cette culture des nouveaux créateurs qui sont des jardiniers professionnels et qui sont généralement d'origine modeste et que l'on appelle, alors on appelle ça en japonais, c'est Senzue Kawara Mono, et ça veut dire des paysagistes, mais des paysagistes qui habitent près de la rivière. Alors pourquoi près de la rivière? Eh bien parce que près de la rivière, les gens riches n'avaient pas l'idée d'habiter dans un endroit où il y a de la boue, où il peut y avoir on peut être bousculé par des montées des eaux, par les inondations, où il y a des moustiques. Donc bien sûr, les grands seigneurs n'habitaient pas là. Mais en fait, ce sont ces gens des bords de rivière qui sont devenus des spécialistes de l'aménagement de la terre au bord de l'eau, et de la terre et des eaux. Et c'est pourquoi ils ont joué un rôle tellement important dans cette culture de Kitayama. Ils ont fini par devenir les conseillers culturels des shoguns Ashikaga. Et par exemple, c'est l'un d'entre eux, un très célèbre, qui s'appelle Soami, qui vivait dans la seconde moitié du XVe siècle, et qui écrit « Comment on prend le thé avec élégance et comment on organise son jardin pour y inviter ses amis et faire jouer ensemble tous les sens, à la fois la vue, l'ouïe, le goût à travers le thé, et le tout pour en somme un agrandissement de l'âme. Alors ce texte, il y a ce très bel article qui a été consacré par Nicolas Fivet, qui se trouve dans le numéro d'Artibus Avier de 1994. Je crois qu'on peut assez facilement le trouver sur Internet. Et maintenant, j'ai fait une faute de frappe, il faut lire 1449 et non pas 1100. Excusez-moi. Mais vous avez compris que nous sommes donc au XVe siècle et nous abordons le deuxième grand, alors je vais revenir sur le personnage, deuxième jardin qui joue aussi un rôle extrêmement important dans l'architecture, mais on ne va pas trop parler d'architecture ici. 100 ans plus tard, vous voyez en gros, nous étions au pavillon d'or à la fin du XIVe siècle, ici nous sommes à la fin du XVe siècle. Et avec ce pavillon, il y a, vous apercevez à droite ici, où on ne le voit pas, il est caché par les arbres, un pavillon qui est important pour l'histoire de l'architecture parce que c'est là que se fixent les règles de la maison japonaise moderne, avec ces tatamis qui recouvrent l'ensemble du sol, avec les portes coulissantes bien calibrées, les shoji, donc les claustras recouverts de papier bien calibrés également, etc. Mais ce qui est important ici, c'est ce petit pavillon à la manière chinoise. Vous reconnaissez ce qu'on fait depuis l'époque de Kamakura, depuis le XIIIe siècle, ces éléments empruntés à l'architecture chinoise, avec les fameux shoji dont je vous parlais il y a un instant, une très belle architecture avec des toits recouverts d'écorce de cryptomères, et le tout encore qui se baigne dans un étang. Mais dans un étang, alors là on évolue, l'étang n'a pas de forcément, on est toujours en train de travailler autour de la forme du caractère Shin, mais qui n'est plus très lisible. On est en train tout doucement dériver vers une forme de rocaille, de complexité, de quelque chose qui fait rebondir constamment le regard d'une pierre à l'autre. Et vous voyez que les moines installateurs de rochers sont bien passés par là. Vous avez des rochers absolument partout. Et puis bien sûr la vie. Il y a toujours des canards et des poissons que l'on ne voit pas sur la photo. Et alors devant le pavillon est installé un espace, attendez, je vais revenir, justement, un espace étrange qui est fait de sable blanc et dont une partie représente un cône tronqué. Et c'est une façon d'illustrer
la difficulté de l'histoire des jardins, du moins les incertitudes encore à l'heure actuelle, et qui règnent sur l'histoire des jardins japonais. Personne ne sait d'une manière précise et sérieuse quand ce cône, qui est fait donc d'un mélange de petits éléments de porcelaine et de sable très blanc, ce qui fait qu'il brille sous la lune. Et effectivement, le soir, quand on monte sur les collines environnantes, on a l'impression qu'à certaines époques de l'année, la lune vient se poser sur cette terrasse, en somme. Mais on ne sait pas quand elle a été installée. Et certains pensent même qu'elle est tellement moderne dans son aspect qu'elle pourrait être beaucoup plus récente. Mais alors, j'en reviens à mon personnage, et puisque vous l'avez compris, c'est une de mes obsessions actuellement, et c'est de souligner à la fois la présence de ces hommes, donc encore un shogun de la famille Ashikaga, Yoshimasa, qui a voulu faire comme son arrière-grand-père, donc 100 ans plus tard. Lui n'est plus près des collines du nord de Kyoto, il est au pied des collines à l'est de Kyoto. Et la culture de son époque, enfin son œuvre, si vous voulez, va donner le nom à la culture de son époque, qu'on appelle la culture des montagnes de l'Est, Higashiyama Bunka. Et alors, ce qui est intéressant de mon point de vue, c'est que cet homme, donc c'était un administrateur, un lettré samouraï, donc un homme de guerre, et qui a tellement mal organisé sa succession shogunale qu'il en est résulté 10 ans de guerre terrible, en gros de 1460 à 1470, qui ont mis toute la région centrale du Japon, toute la région de Kyoto, à feu et à sang, qui ont pratiquement tout détruit partout. Et lui, alors qu'il avait lancé ces terribles guerres de succession, eh bien, il se réfugiait très tranquillement dans son jardin. Il écoutait le chant des oiseaux, le cri des canards, et il regardait la lune se refléter dans les eaux de son étang. Et ça, c'est une chose, je pense, qui est très différente de l'esprit chinois. On comprend très bien, Jupling l'a très bien expliqué jeudi dernier, on comprend très bien pourquoi un lettré chinois va s'organiser un jardin à Suzhou. C'est parce qu'il veut être tranquille, il quitte la politique, il quitte la cour et ses terribles dangers, il veut jouir de la vie. Au Japon, il y a bien sûr ce sentiment de jouissance. Et puis, où s'arrête la jouissance? Il y a des aspects très, très nobles de la jouissance. Mais on a toujours le sentiment d'un refuge qui n'est pas seulement un refuge contre la police. Et le refuge à Suzhou, le refuge de l'homme qui a organisé le jardin de la politique simple, c'était le refuge pour éviter les sbires de l'empereur, pour éviter la police. Ici, non, on a l'impression vraiment que Yoshimasa essaye d'échapper à ses démons intérieurs. Il est parfaitement conscient qu'il a lancé une machine de guerre qu'il n'arrive pas à arrêter. Et puis, alors je vous ai apporté une peinture chinoise parce que tout de même on ne se refait pas, donc j'ai enfourché mon dada favori. Et pour vous montrer ce que vous pourrez voir aussi dans les jardins japonais et dans la forme des rochers que les moines installateurs de rochers posent dans les jardins japonais, ce sont ces paysages, vous voyez, très beaux paysages du XIVe siècle à la chinoise, avec ces veines et ces dragons qui parcourent l'univers. Hein, on sent, vous savez qu'on dit, vous avez entendu ça à Hong Kong et un peu partout, c'est l'une des règles du feng shui, il ne faut pas couper les veines de la terre, il faut savoir où passent les souffles telluriques. Et c'est ce souffle tellurique qui actionne les peintures à l'encre chinoise. Et c'est ce souffle que les installateurs de jardins essayent de retrouver dans des jardins comme celui du Ginkakuji, donc du pavillon d'argent. Oui, on l'appelait le pavillon d'argent, pardon, parce que la légende veut que son créateur ait souhaité le recouvrir de feuilles d'argent, exactement comme son arrière-grand-père son grand-père avait recouvert le pavillon d'or d'argent. Mais la misère des temps était telle qu'il n'a jamais trouvé ni le temps ni le métal pour le faire. Alors ça, c'est une vue de près de l'un des aspects du jardin du pavillon d'argent, qui vous montre toujours ce travail sur les arbres, où on les laisse partir même en biais, on laisse la nature faire, et puis après tout de même, ça ne veut pas dire que l'homme ne soumet pas la nature, mais il lui donne
un aspect, ce n'est pas le jardin à la lenôtre où l'on crée des broderies, des entrelacs de buis. Ici, on travaille d'une façon tout aussi cruelle, si vous voulez, quand vous voyez les jardiniers qui coupent avec des petites pinces, qui font clac-clac, qui coupent toutes les aiguilles du pin. Vous avez parfois un peu mal pour le pin, mais le tout donne une évocation de la nature, donc les nuages qui sont prêts à s'envoler. Alors je passe encore une fois sur le support de la Lune. Et pour en arriver à cet autre jardin extrêmement important de la fin du XVe siècle, donc le pavillon d'argent a été aménagé en 1474, enfin fini d'aménager théoriquement, et ce jardin-là, qui est le très célèbre Ryoanji, donc le temple de la tranquillité du dragon. Et donc c'est bien un titre zen, hein, c'est tout à fait un titre emprunté à la littérature chinoise. Vous savez que le dragon est extraordinairement important en Chine, mais qu'il n'a pas grand sens au Japon, sauf quand justement, c'est un univers japonais qui fait usage de la littérature chinoise. Et nous sommes là, le jardin daterait de 1499, et serait l'œuvre de Soami, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui serait l'auteur de ce traité, premier traité pour prendre le thé avec élégance. Alors, ici, bon, je pense que ce jardin est tellement connu qu'il y a peu à en dire, sinon qu'il inaugure magnifiquement, ou il porte à son sommet magnifiquement l'art du jardin sec, donc un jardin qui est tellement inspiré par la peinture chinoise, et c'est pourquoi je vous montrais la peinture chinoise, qu'on recherche, avec des éléments servant théoriquement au jardin, on recherche des effets de papier et d'encre, des effets blanc et noir, ou gris, ou ocre, enfin les couleurs les plus douces, les plus les plus ombrées de la nature. Et quand le verre se glisse, il ne se glisse que là, autour des rochers, pour suggérer une île et d'une verdure. Ce sont seulement quelques mousses ou quelques petites tiges. Et le jardin, eh bien, c'est un jardin de gravier. Alors, vous le connaissez tous, vous savez tous comment on fait, c'est très compliqué. Il faut le ratisser en principe à peu près tous les jours, surtout s'il pleut, puisque la pluie va bouger les graviers, et il faut que ces graviers représentent la mer. Alors chaque jour, ou chaque 2 ou 3 jours, on change l'aspect de la mer, et donc le jardinier, il commence par une extrémité, et puis quand il arrive au bout, mettons ici, il va se placer il aura son râteau au bout d'un très très long bâton, il se place sur le rocher, et puis il finit son ratissage. Et quand il a fini, il fait un grand bond pour sauter au-delà du jardin. Et donc, l'idée, vous la connaissez tous aussi, il y a, je crois, je me trompe toujours dans le nombre, mais je crois qu'il y a 15 rochers, et bien sûr, vous ne pouvez vous imaginer que vous avez l'impression que vous allez tous pouvoir les voir d'un seul coup d'œil, et en réalité, à moins de mesurer, je crois, il y a un Américain qui a observé récemment que si on prenait un escabeau, ou bien si on était très grand, si on mesurait 2 mètres, on arrivait à voir tous les rochers. Mais, disons, un homme de taille moyenne, à l'époque, les Japonais n'étaient pas grands, ils mesuraient à peu près 1,60 m. Eh bien, en dessous de 2 mètres, on ne voit jamais la totalité des rochers. Et bien sûr, c'est une fable, un symbole de ce qui nous attend. Et nous cherchons tous à comprendre le monde. Nous croyons que nous avons tout compris, et puis au dernier moment, on s'aperçoit qu'il nous manque une clé fondamentale. Donc c'est le sens de ce jardin. Alors voici quelques rochers de près, avec près du mur, vous voyez aussi le travail sur le mur d'enceinte, qui est une forme de tableau abstrait ou de paysage
que l'on obtient en travaillant sur des terres de couleurs différentes, des torchis de couleurs différentes. Et puis vous voyez ces séries de petits rochers couchés. Vous voyez, vous comprenez quand je vous dis, je ne veux pas dire moine dresseur de rochers, mais moine installateur, parce qu'il y a vraiment des rochers horizontaux. Et alors il y en a toute une série près du mur. On appelle ça les petits tigres. Les petits tigres qui traversent la mer, en japonais. Kotora watashi, c'est-à-dire les petits tigres qui traversent. Et puis alors, pour vous donner une idée de tous ces jeux intellectuels que les moines ou les gens qui vont faire retraite pratiquent avec ces jardins, eh bien, voici, bien sûr, dans le même temple, le célèbre Tsukubai, c'est-à-dire une petite fontaine qui est alimentée bien sûr par une source que l'on fait passer par un tube de bambou qui peut se renverser parfois puis retomber, ce qui fait un claquement qui rythme la vie. Et ce qui est intéressant ici, c'est que, alors, comme l'image n'est pas claire, attendez, j'ai écrit, vous voyez autour, il y a 4 caractères chinois. Donc d'abord, la référence à la Chine, c'est la sapèque. Vous savez que la pièce de bronze qui sert jusqu'à la fin de l'Empire, jusqu'en 1912, sur les marchés chinois et qui avait un peu la valeur du dollar dans la société actuelle. C'est-à-dire, sur tous les marchés d'Extrême-Orient, la monnaie de référence, c'était la sapèque chinoise, la sapèque de bronze, qui est une pièce ronde, comme le ciel, percée d'un trou carré, comme la terre. Et puis, sur les pourtours de cette sapèque, il y a toujours une inscription qui dit en quelle ère elle a été émise. Et ici, vous avez donc 4 caractères, mais qui sont normalement des caractères qui comportent une clé de la bouche, qui est un carré en lecture chinoise. Et donc, cette clé de la bouche, c'est ça. C'est l'ouverture de la fontaine, ou du moins du bassin de la fontaine, du Tsukubai. Et si vous ajoutez cette clé de la bouche à tous les caractères, vous obtenez une inscription qui signifie quelque chose comme je n'ai pas grande connaissance, mais cela me suffit. C'est-à-dire que je me satisfais de ce que j'ai. Enfin, en gros, on peut gloser interminablement sur le sens de cette inscription. C'est aussi l'une de ses vertus. Et vous voyez, c'est un jeu intellectuel. Ce que vous apercevez là, c'est la petite louche qui vous permet de prendre de l'eau, soit pour boire, soit pour vous rincer les doigts. Et puis alors, bien sûr, maintenant nous passons, oui, parce que l'heure tourne et je m'attarde, et nous sommes toujours, vous le voyez, donc à la fin du XVe, au début du XVIe siècle. Je voulais vous rappeler toujours l'importance de la peinture chinoise dans à la fois l'inspiration de ces gens qui conçoivent soit des jardins, soit des choses autour des jardins. Et je voulais vous rappeler que l'un des très grands peintres de l'époque, des très grands peintres de paysages à l'encre, c'est Sechou, un très grand peintre du XVe siècle. Vous avez ces dates à l'écran. Et alors nous abordons maintenant, vous avez vu donc un premier jardin de pierre, et voici maintenant celui du Daisenyin, donc qui est un très grand temple de Kyoto, qui a été fondé en 1509 et qui est l'exemple par excellence du Kare-sansui, c'est-à-dire le paysage sec. C'est un jardin-paysage, comme vous les connaissez tous, et qui a la propriété de tourner autour de ce grand bâtiment dans lequel les moines reçoivent les invités. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que vous tournez tout autour, donc vous partez de la gauche, comme ça, et vous avez toutes les étapes de la vie. D'abord, la jeunesse, avec des montagnes dressées, et puis on avance dans les difficultés de la vie, on passe sur un pont qui représente l'échéance du temps, et l'on va arriver peu à peu dans le dernier jardin, qui est le plus grand, qui est un jardin où il n'y a presque rien,
sinon un arbre un peu décharné, et puis du sable blanc. Et c'est le jardin de la sérénité, le moment où on en a tout compris, c'est-à-dire la fin de la vie, la vieillesse. Et ces jardins-là, bien sûr, sont complètement inspirés des jardins chinois. Rappelez-vous, si vous étiez là jeudi dernier, ce que nous a montré Jeping. Et ils sont aussi complètement inspirés de la peinture que je viens de vous montrer, de la peinture de Sèche-Chou, par exemple. C'est un paysage à l'encre, mais fait avec de la terre et surtout du gravier et de la pierre, et en 3 dimensions. C'est une œuvre en 2 dimensions qui est transposée en 3 dimensions. Mais alors, bon, l'heure tourne, alors on va aller vers des choses plus colorées. Et les jardins ou l'espace naturel, quand le jardin, bon, on peut considérer que c'est quelque chose de fermé, mais vous avez compris, il y a quand même une valeur globale dans cette appréciation de la nature partout dans le monde et notamment au Japon. Et cette valeur globale, elle passe aussi par des lieux qui ne sont pas fermés, mais qui sont des lieux de très profonde jouissance dans le sens noble du terme, et aux 2 grands moments des saisons japonaises. Vous savez que l'hiver est très dur parce qu'il fait très froid, l'été est très dur parce que le ciel est plombé tout gris et parce qu'il pleut constamment, et le tout sous une chaleur très forte, du moins dans la région de Kyoto. Et il y a 2 saisons de rêve qui sont le printemps et l'automne, les saisons intermédiaires. Et ces saisons intermédiaires sont marquées par la floraison des fleurs de cerisier. Et vous voyez dans cette peinture de la fin du XVIe siècle, les jeunes samouraïs qui viennent danser sous les fleurs de cerisier. Et puis, tout ça, ce sont des peintures de l'école Tosa, l'école qui est proche de la cour. Et puis, l'autre grande période, c'est l'automne, avec l'appréciation des feuilles d'érable, les momiji. Et c'est pareil, on vient banqueter et on vient rêver sous les feuilles de momiji. Donc, ça va être ça, le paysage moderne. On va réintégrer la couleur dans ces paysages très, très sombres, finalement, des paysages de pierre, qui vont plutôt rester appréciés dans les milieux monastiques ou les milieux très intellectuels, très nourris de culture lettrée chinoise. Et il y a toute une culture à la fois aristocratique, seigneuriale, et puis bientôt une culture bourgeoise qui va réintroduire la couleur et la joie à travers l'appréciation des fleurs et des feuillages. Mais en attendant, puisque nous suivons le fil du temps, voici un personnage très important qui est Senno Rikyu, qui est le maître de thé, et qui a ramené, qui a fait beaucoup, alors je n'ai pas non plus le temps de vous parler de la cérémonie du thé, mais qui a fait beaucoup pour que tous ces enseignements sur l'art et la manière de prendre le thé, qui s'étaient développés dans le cadre de la société des Ashikaga, qui étaient encore une fois de très grands amateurs d'art chinois, donc dans un cadre très riche, avec des peintures qui coûtaient une fortune, que l'on faisait venir du continent, avec des céladons merveilleux, etc. Lui prône le retour aux origines japonaises. Il prône l'utilisation de céramique japonaise, de céramique même sauvage, et de petites paillotes de bois et de paille, et non pas d'édifices somptueux comme on en était arrivé au XVIe siècle, même à créer parfois des tentes de tissus tissés avec des fils d'or pour que ce soit plus beau sous les arbres. Lui explique que non, ce n'est pas ça. La cérémonie, quand on prend le thé, on revient vers quelque chose de simple, qui est la santé intellectuelle et physique portée par des plantes. C'est l'union avec la nature, l'union, c'est comprendre, encore une fois, s'unir à l'univers, mais s'unir à la japonaise, c'est-à-dire avec la nature la plus simple. Et l'enseignement de Senno Rikyu ne va pas cesser d'imprégner les jardins. Alors, très brièvement, dans les quelques minutes qui nous restent, donc, nous arrivons à l'époque récente, la dernière époque avant la modernisation profonde du Japon, donc l'époque de Edo. Edo, c'est l'ancien nom de Tokyo, quand Tokyo n'était pas capitale impériale, mais simplement capitale shogunale. Et vous savez qu'à ce moment-là, les choses sont absolument fixées.
Et en même temps, le Japon décide deux choses contradictoires qui s'expliquent pour des raisons à la fois intellectuelles et politiques, c'est-à-dire à la fois de couper les ponts avec l'étranger quel qu'il soit, y compris avec l'étranger chinois. Donc les liens ne restent qu'avec quelques commerçants chinois qui envoient deux bateaux par an dans le sud du Japon, et puis avec les Hollandais qui eux aussi, enfin les uns et les autres, envoient 2 ou 3 bateaux, et on fait du commerce comme ça d'une manière extrêmement contrôlée. Mais dans le même temps, les shoguns de l'époque, qui sont donc les shoguns Tokugawa, à partir de 1603, savent tout ce que le confucianisme et les règles de l'administration chinoise, tout ce qu'elles apportent à la paix d'un empire dans ce Japon qui a été tellement secoué par des guerres féodales. Donc, il y a un pouvoir fort qui impose les études chinoises, impose l'étude du confucianisme, le retour vers la peinture chinoise de lettrés, et pas seulement la peinture avec implication politique, et pas seulement la peinture qui est faite pour rêver, pour exprimer des sentiments. Et ça, c'est du côté du shogun. Et l'empereur, lui, peu à peu, prend... Ah oui, ça c'était les jardins, mais tels qu'ils sont... oui, quelques exemples de jardins réactualisés à cette époque-là, justement. Et un exemple de cette sensibilité japonaise du XVIIe siècle qui vous montre toujours cette maîtrise parfaite de l'encre. Alors maintenant, voici lui aussi un très grand personnage qui va jouer un rôle important dans les jardins, alors qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'on ne sait pas quels sont les jardins qu'il a véritablement dessinés ou fait organiser. Mais il inspire profondément un type de construction extraordinaire qui va dire le là en matière de jardin jusqu'à nos jours. C'est notamment la villa impériale de Katsura, également à Kyoto. Alors pourquoi cette villa Katsura? Parce qu'à l'époque, donc il y a le shogun qui gouverne à Edo, donc c'est le lieu de l'actuel Tokyo, qui s'appuie sur les principes confucéens, qui dirige le Japon d'une main de fer, et à Kyoto, il y a l'empereur qui règne, qui ne gouverne pas. Les deux personnages ne s'aiment pas beaucoup, même pas du tout, mais le shogun met un point d'honneur à donner suffisamment d'argent à l'empereur, qui ne reçoit plus d'impôts, tout passe pour lui par la main du shogun, et il s'attache à vérifier que l'empereur ait suffisamment d'argent pour vivre très dignement, justement pour bien incarner l'âme du Japon. Et les empereurs, à partir de ce moment, passent leur vie à dire quelle est cette âme du Japon. Et ils se tournent vers des maîtres comme Kobori Enshu, comme Senno Rikyu, qui est mort à l'époque, mais qui sont des gens très imprégnés de culture religieuse et qui tentent des synthèses, qui sont à la fois, bien sûr, ils sont nourris de culture chinoise. On ne peut pas être instruit au Japon et ignorer le chinois, pas plus qu'on ne pouvait être instruit chez nous jusqu'à une époque, jusqu'à il y a 50 ans, et ignorer le latin ou le grec. Et c'est la même chose. Mais ce sont des gens qui ont conscience qu'ils sont là pour créer, et plus exactement pour valoriser une identité qui existe. D'où cette recherche de la villa Katsura, qui est une villa d'été pour éviter la chaleur, et avec un travail merveilleux à la fois sur l'architecture, qui est ce qu'on appelle l'architecture de ferme de bon goût, c'est-à-dire on ne cherche pas à faire un palais, on cherche à faire la maison du paysan qui nourrit la société. Donc une maison de bois, de papier, avec un toit de chaume. Mais quel chaume, tous ces matériaux sont en fait extrêmement coûteux. Et il y a tout un travail sur les jardins qui compose un nouvel univers. C'est-à-dire qu'à l'intérieur des terres, on est à peu près à 60 km de la mer, on reconstitue un espace qui pourrait donner l'illusion qu'on est au bord de la mer. Vous voyez, il y a des sortes de falaises, il y a des plages de galets.
Et vous voyez par exemple ici avec le travail très subtil sur la disposition des galets qui donne une impression de marée, alors que même s'il y a un écoulement de l'eau, puisque bien sûr il y a une rivière qui alimente les pièces d'eau, il n'y a pas d'effet de marée. Mais les galets sont si bien disposés qu'ils donnent une impression de marée. Et puis l'autre grand il y a une autre grande villa impériale. Donc il y a Katsura-rikyu et bien sûr j'oublie le nom de celle-là, je ne connais qu'elle mais elle va me revenir. Ah mais non, c'était que je l'ai fort heureusement écrite et c'est le Shugakuin et qui est pour la première fois un immense espace parce que Jopling vous l'a dit jeudi dernier, finalement ces jardins d'Extrême-Orient sont assez petits. Vous avez vu le jardin du maître des filets par exemple à Suzhou, c'est 3 hectares ou 3-4 hectares maximum. Les jardins japonais, sauf alors peut-être les jardins des temps anciens ou le jardin du Byodoin, mais le Byodoin ne doit pas faire plus de 2 hectares, on en fait très vite le tour. Et puis les jardins des temples sont tout petits, c'est au maximum, comme vous avez vu, par exemple le Ryoanji, c'est 20 mètres de long, au grand max, même pas 20 mètres de long. Et donc ce sont de minuscules jardins. Et alors la villa Katsura, elle fait plusieurs hectares, mais le grand jardin, l'introduction de la notion de très grand jardin, elle se fait au Shugakuin, qui est un jardin qui reprend tous les principes des jardins chinois avec l'empreinte du paysage, l'inclusion dans la nature, et c'est un immense, il reprend l'idée de l'époque de Heian du jardin dans lequel on se promène, mais cette fois-ci à l'échelle de collines entières. Et il y a d'ailleurs 3 jardins différents qui se succèdent ainsi. Je passe un peu vite pour évoquer différents aspects de la nature, avec tout un travail sur le tracé, le remodelage des collines, la pièce d'eau qui est artificielle, mais qui est si artificiellement bien faite qu'on la croirait naturelle. Et en fait, ce sont des jardins qui vous donnent l'impression de couler de source, alors que, enfin, d'avoir été là de tout temps, alors qu'ils sont faits de main d'homme, et ils s'intègrent complètement au paysage. Alors ces jardins de promenade se développent, oui alors là c'était 2 images de Suzhou, se développent extraordinairement à l'époque d'Edo. Je vais vous raconter pourquoi. Oui, je n'ai pas résisté au désir de faire un rappel des jardins de Suzhou que vous avez vu la semaine dernière, et puis une gravure, une peinture représentant le jardin de la politique très simple, c'est-à-dire zéro politique, et puis cette notion de paysage, de jardin qui passe par la peinture chinoise et qui envahit tout l'univers japonais à partir de la fin du XVIIe et du XVIIIe siècle, y compris la vaisselle, comme par exemple cette magnifique assiette des manufactures de Nabeshima au Kyushu, qui est de mon point de vue, peut-être l'un des, je crois pour moi, le plus grand atelier japonais, et qui transpose sur la porcelaine des thèmes qui sont ceux de la peinture en noir et blanc. Alors oui, pourquoi vous disais-je que cela est important, cet impact donc des choix impériaux. Et pourquoi ces nouveaux choix impériaux? Parce que la société japonaise change profondément à l'époque d'Edo. Et c'est le moment où le calme régnant enfin dans le pays, se développe une importante société urbaine. Tous les grands ports de la mer intérieure, comme Sakai, comme Osaka, deviennent des centres, bien sûr des centres commerciaux, des centres d'échange, mais également des centres d'artisanat et de vie culturelle intense. Edo aussi. Kyoto aussi, bien sûr, puisque Kyoto, c'est le lieu, c'est le conservatoire de l'âme et de la nation. Mais à la société japonaise ancienne, qui était partagée en 4 à la manière chinoise, au sommet, il y avait donc les dirigeants, les guerriers, les samouraïs, et puis les paysans, puis les artisans, puis les marchands. Eh bien, dans cette société dont les classes sont strictement figées
depuis les années 1580, c'est-à-dire que quand on est marchand, eh bien, on restera marchand toute sa vie et ses enfants seront marchands, etc. Et dans cette société figée, la proportion et surtout le poids social des différentes catégories tendent à bouger. C'est-à-dire que les négociants, les marchands et les artisans commencent à prendre un rôle fondamental. Ce sont eux qui donnent la joie de vivre, qui donnent l'animation de la ville, qui rendent la vie confortable, qui permettent aux daimyos, aux seigneurs régionaux, d'être couverts de beaux vêtements, d'avoir des palais somptueux, c'est-à-dire d'en imposer à leurs subordonnés. Et il y a toute une culture urbaine qui est une culture bourgeoise qui se développe à l'époque d'Edo. Vous savez que c'est à cette époque que naissent les premiers grands groupes proto-industriels japonais comme le groupe Mitsui, Mitsubishi, etc. et qui existent toujours. Alors ces gens-là qui ont de l'argent, ils sont certes soumis à des lois somptuaires, mais les lois somptuaires sont faites pour être contournées. Eh bien, qu'il s'agisse des grands seigneurs qui doivent ne pas déroger et donc paraître, ou qu'il s'agisse des bourgeois, tous se mettent à créer des jardins de promenade. Alors, il y en a beaucoup à travers le Japon, et je vous ai choisi celui-ci pour revenir vers ce que nous avons vu au début. Et puis, il est tout à fait au sud du Japon, dans l'île de Kyushu, et à Kumamoto. Il s'appelle le Suizenji, c'est-à-dire c'est le jardin du temple qui est au bord de l'eau, enfin devant l'eau, et c'est un endroit réputé pour ses sources. On y venait, il y a un pavillon de thé, on y venait acheter à prix d'or l'eau de la source qui coule là. Mais ce qui est intéressant, vous le voyez, c'est à la fois le pavillon emprunté avec des images des collines environnantes, mais aussi une montagne artificielle très particulière qui représente le mont Fuji. Et puis une route qui circule, un chemin, mais bien arrangé, bien gravillonné, et qui circule tout autour de l'île et qui représente en fait la route du Tokaido, dont vous avez tous entendu parler, c'est-à-dire cette célèbre route qui, sur 500 km, jalonnée d'hôtels et de postes de douane, reliait Edo, la capitale du shogun, à Kyoto, la capitale impériale. Et pour moi, c'est le symbole du jardin de promenade. Et alors, juste en 2 minutes, et donc les jardins contemporains n'étaient pas, on n'avait pas le temps de parler de tout, donc ils n'étaient pas au programme aujourd'hui. Je voudrais terminer, oui, juste sur 2 jardins presque contemporains. Et donc, le jardin, là aussi créé par ce personnage, donc le Murin Han, qui est vous voyez, 1894, donc ça y est, le Japon a fait sa révolution de Meiji, sa révolution industrielle. Il est l'une des grandes puissances du monde aux côtés des Occidentaux. Il va être le Japon qui envahit la Corée et la Chine. Et c'est précisément le ministre de la guerre, enfin il a été entre autres, il a été 3 fois Premier ministre et entre autres ministre de la guerre, et il a mené en 1894-1895 la campagne contre la Chine. C'est Yamagata Aritomo, ce personnage que vous voyez là, qui crée ce jardin de rêve qui, en plein cœur de Kyoto, vous donne l'impression non seulement que vous n'êtes pas dans une ville, mais en certains endroits que vous êtes dans une campagne anglaise, puisque c'est là que se mêlent à cette époque à la fois les principes du jardin japonais d'autrefois et les principes des jardins occidentaux, notamment les jardins à l'anglaise, avec une importance très grande donnée au tapis que représentent les pelouses. Et vous voyez aussi un nouveau travail des fleurs, par exemple ces espèces de broderies avec des azalées de couleurs différentes posées régulièrement au bord de l'étang. Donc une synthèse extraordinaire d'une modernité explosive pour l'époque, qui est d'un calme absolu et qui est le fruit de l'imagination, puisque non seulement c'est lui qui a dirigé, qui a tracé les plans, mais il a dirigé, il était lui-même un très bon technicien des jardins, il a dirigé les équipes qui fabriquaient, qui créaient son jardin, le tout créé par le ministre de la guerre. Et puis alors, pour terminer,
et le Premier ministre. Et pour terminer, 2 ou 3 images d'un créateur moderne qui est Shigemori Mirei. Mirei, c'est un nom qui peut dire en japonais les trois petites clochettes, mais en fait c'était un grand admirateur de la culture occidentale. Donc quand il prend le nom personnel de Millet, c'est pour se relier au Millet de l'Angélus. C'est par admiration pour la peinture française. Et puis son fils, je crois, s'appelait Hugo ou quelque chose comme ça. Enfin, c'était un grand admirateur de la peinture française. Alors lui, il revisite le thème des jardins secs et dans sa maison. Et dans 2 lieux, il y a sa maison et un très célèbre temple de Kyoto, qui est le Tofukuji. Il crée ces installations de rochers. Alors là, vraiment, il dresse des rochers qui sont des rochers énormes, vous voyez, qui ont plus d'1 mètre de haut. Et il joue de la verticalité des rochers, donc voici sa maison, et des boules de buis taillées, mais taillées comme dans un jardin à la française, enfin à l'européenne, qui n'ont plus rien à voir avec les arbres qu'on taillait autrefois, qu'on continue de tailler d'ailleurs, dans l'univers japonais. Et puis, au Tofukuji, donc là c'était sa maison, voici maintenant au Tofukuji des installations de rochers debout, rochers couchés, avec les petits tigres ici qui suivent leur mère pour traverser la mer, vous voyez les vagues autour. Et reprenant un motif ancien, il crée aussi dans les 3 derniers jardins que je vous montre sont des petits jardins du Tofukuji, il crée un jeu de damier que l'on serait tenté de dire typiquement du XXe siècle, puisque cet homme est mort en 1975. Mais en fait, ce lieu de damier, alors vous le retrouvez à l'intérieur du temple, mais c'est un jeu de damier qui était pratiqué déjà à la fin du XVIe siècle, au moment de l'explosion de la peinture sur paravent, dont je n'ai évidemment pas le temps de vous parler. Et pour terminer, ce qui fait la couverture de mon livre, cet extraordinaire pavement, je ne sais pas comment appeler cela, un damier subtil de mousse et de pierre. Pardonnez-moi, j'ai été plus que bavarde et je vous remercie infiniment de votre patience.